Oui, bonsoir tout le monde. Alors, semaine dernière, c'était pour un test. Euh, bon, j'espère que vous avez tout bien fait parce que le cours, c'est pas un cours pratiquement pour, euh, pour ne pas réussir, c'est un cours pour vous aider à assimiler, à mieux comprendre les concepts et les théories liées à la psychologie sociale. Alors, pour cette séance, du fait que, il y a 2 semaines de cela, il y avait une interruption pour cette séance portant sur l'identité, le soi et l'appartenance sociale. Ce soir, on va poursuivre, on va faire la suite par rapport et à cette séance. Alors, comme rappel, d'enchaîner, comme rappel, nous avions dit que alors, nous avons cité les classiques dans la psychologie sociale. Nous avons cité Eric Erikson, Jean Piaget. Nous avons aussi parlé de Edmond Mack qui a travaillé sur un document qu'on appelle la psychologie de l'identité, le soi et le groupe. Selon Mack, il définit l'identité comme un processus dynamique qui se construit à la frontière entre le sujet et le groupe. OK? Donc, l'identité est un processus dynamique qui se construit à la frontière, c'est-à-dire entre le sujet, la personne et le groupe. Marc insiste sur trois points qui sont essentiels à la compréhension de sa perspective. D'abord, il dit que l'identité n'est ni purement individuelle, ni purement sociale. C'est une identité qui résulte de l'interférence entre ce qu'on appelle les dimensions individuelles, les dimensions collectives, les dimensions personnelles et les dimensions sociales. Deuxième point sur lequel Mark Edmond a mis en avance aussi, c'est la question de la quête d'identité. Il dit que la quête d'identité, c'est une des motivations fondamentales de la communication et de l'interaction sociale. Et ce qu'il faut comprendre, quand on parle d'interaction sociale, il va y avoir un concept sous-jacent, un concept qui n'est pas toujours cité clairement, mais que nous aurons beaucoup à en parler, c'est la communication. Comme l'a si bien dit George Schmidt, la communication, c'est l'élément déterminant pour la compréhension du soi et la compréhension de l'autre. Et on va voir aussi plus loin comment la communication avec Gaston Bachelard participe à la construction de cette identité. En fait, la communication participe à la construction du discours sur l'identité, mais la communication aussi définit l'identité en tant que telle, dans la mesure où les discours portés sur un individu peut tout au moins, en fait, peut tout au plus redéfinir ou même pousser l'individu à se réinventer. Donc, la co-communication, c'est un concept sous-jacent qui n'est pas toujours mis en avance, mais que nous aurons à chaque fois qu'on parle d'interaction, il y a une partie qui passe spécifiquement par la communication, parce que l'interaction, ça peut être des discussions, des discours verbaux. L'interaction, ça peut être des mimiques, mais c'est tout aussi de la communication. Troisième élément essentiel que Marquette a mis en avance dans son texte, c'est les groupes. Les groupes sont des laboratoires de la conscience de soi, dit Marc. Les groupes, c'est là où tout est formé, c'est là où tout est évalué, c'est là où tout est mis en forme. D'accord? Donc, ce sont des laboratoires de la conscience de soi où l'on se découvre, se reformule et l'on pourrait même se recatégoriser à travers les groupes. Parce qu'il faut pas oublier que on existe parce que l'autre existe. Je le disais, mais je reprends, et c'est tout au plus le point de vue de Paul Ricoeur aussi, qui dit que, c'est-à-dire, le moi existe parce que l'altérité, parce que l'autrui existe. Parce que je ne peux pas faire moi-même mon propre discours de moi-même sans la perception de l'autre, sans la vision de l'autre.
C'est-à-dire, l'autre participe tout au plus à la construction de mon moi. Et là, on parle, en fait, on parle avec Michel Foucault qui parle de moi et de non-moi, d'accord? Et on va voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire, l'altérité participe à la définition de ce que nous sommes, parce que je suis qui je suis, parce que je me définis moi-même en tant que tel, mais les autres aussi, parce que dans l'identité, on parle davantage de ce qu'on appelle la reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance de qui je suis, quelque part, c'est flou. Parce que le qui suis-je, en fait, la personne que je suis est définie aussi par rapport à la vision, par rapport à la perception, par rapport à la représentation de l'autre, par rapport à ce que l'autre pense de moi. Maintenant, des concepts clés que Mark Edmond a tenté de définir, c'est l'identité personnelle versus identité sociale. Dans un premier temps, il dit que l'identité personnelle est liée à ce qu'on appelle l'unicité de l'individu, c'est-à-dire ses expériences personnelles, ses singularités, son vécu, alors que l'identité sociale est davantage liée à l'appartenance à des catégories. Et ça, par exemple, un groupe d'étudiants ou encore des étudiants de psychologie différents des étudiants en anthropologie. Et vous allez comprendre même que, par exemple, même à la faculté, généralement, on dit les étudiants en psychologie, ils sont comme ci, ils sont comme ça, et les étudiants en anthroposociologie sont comme ci ou comme ça. Et ça va même pour les étudiants, par exemple, en fait, pour les dreadlocks. Par exemple, moi-même, quand j'étais à la faculté, j'avais des dreadlocks, mais à chaque fois, les gens disaient, ah non, je pensais que vous étiez en anthropologie, en fait, en anthroposociologie, parce que généralement, ce sont les anthroposociologues qui laissent leurs cheveux. Donc ça aussi, ce sont des discours qui sont construits autour de ce qu'on appelle de l'identité sociale. C'est par rapport à ça, et c'est par rapport à, et comme Mark Edmond a dit, par rapport à l'identité sociale. C'est-à-dire, c'est une identité qui est liée à l'appartenance à des catégories, même si ça peut être faux. C'est-à-dire, la perception de l'autre n'est pas forcément vraie par rapport à la réalité. Mais c'est tout au plus, en fait, un discours qui sont véhiculés autour de la personne peut tout aussi définir son identité. Et je me rappelle, dans un texte que j'avais fait, c'était en 2019, c'est un article que j'ai pu publier, si je ne me trompe pas, c'était à Le National. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur une série d'articles sur la mode et je disais que, enfin, je disais que les mots, les mots MOTS peuvent être des mots MAUX dans la mesure où les mots MOTS peuvent être mal pris. Et c'est en ce sens qu'on va essayer de comprendre que le discours, ce que disent les gens peuvent vous définir, en fait, ce que disent les gens peut définir la réalité, tout comme ça peut être tout faux aussi. Ça peut être, ça peut aller à l'encontre de la réalité. Autre concept clé que Edmond Marc a défini, c'est la reconnaissance sociale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance, c'est un des concepts clés qui est lié à l'identité, parce que quelque part, pour parler de l'identité, on va forcément parler de la reconnaissance. Je ne peux pas définir ce que je suis sans la reconnaissance de l'autre. Par exemple, je peux prétendre que je suis professeur à l'université. Mais si personne ne me reconnaît en tant que tel, quelque part, ça va être flou, ça va être superflu. Donc, c'est pour dire que la reconnaissance est d'autant plus importante dans la construction identitaire. Donc, la reconnaissance sociale pour Edmond Marx, c'est la nécessité pour l'individu d'être reconnu dans ses identités. Et ces identités-là peuvent être des identités professionnelles, comme être professeur à l'université. Ça peut être des identités culturelles ou encore des identités sociales. Par exemple, se faire, en fait, cherche la reconnaissance d'être mannequin, ça, par exemple, en tant qu'identité. Euh,
Social, ça aussi, c'est un élément clé. C'est dire, je suis mannequin, donc je cherche à me faire reconnaître en tant que tel. Excusez-moi, Francky. Alors, on dirait que le Oui, slide, ça se passe pas. On voit juste la première page, non? oui, oui, oui. En fait, étant donné que je Ok, fais un rappel, c'est ah pourquoi oui, ok, parfait. je passe Désolé. pas. C'est Oui, correct. non. Une fois que je vais arriver là où ça doit avancer, donc je vais faire avancer. Donc c'est juste que je laisse passer comme ça. Oui. Donc, comme je disais, pour la reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance, ça peut être dans un cadre professionnel, dans un cadre social ou même culturel. Maintenant, pour conclure avec les idées de Marc, il dit que l'identité se construit dans l'interaction sociale et les groupes d'expérience. Quand on parle de groupes d'expérience, ça peut être des groupes de développement, des équipes de travail, et tout cela joue un rôle central dans la construction de l'identité. Autrement dit, pour Marc, l'identité, ce n'est pas un sort qui est fixe, c'est pas une identité, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est pas quelque chose qui est fini, mais c'est un processus continu entre le soi et aussi les groupes auxquels on participe tous les jours. Donc ça, c'est pour Marc. Mais nous avons aussi vu d'autres classiques. Je vais faire passer le slide maintenant. D'accord. Oui. Donc, comme je l'ai dit, nous avons aussi vu d'autres auteurs. Par exemple, nous avons parlé de l'année dernière avec Deschamps, Jean-Claude Deschamps et Pascal Moulinet dans leur ouvrage en fait, portant le titre de l'identité en psychologie sociale. Et comme sous-titre, c'est des processus identitaires aux représentations sociales. Ça, c'est une perspective encore plus large que Edmond Marc. Donc, pour Deschamps et Molinet, ils ont une vision un peu plus, en fait, ils ont une vision de l'identité comme un produit, comme, je dirais, un produit dans le processus identitaire. C'est-à-dire, et ce produit-là, ces produits sont articulés autour de ce qu'on appelle les représentations sociales, à savoir les stéréotypes, les images du groupe, les discours collectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours faisant croire que les étudiants psycho, en fait, en anthroposociologie, ils sont plus susceptibles à avoir des dreadlocks par rapport aux étudiants en psychologie. Ça, ce sont des discours collectifs qui sous-tendent quelque chose. Tout comme aussi autrefois, je ne sais pas si jusqu'à présent ce discours tient toujours, mais autrefois, on disait, par exemple, les étudiants de la faculté d'ethnologie, en fait, on respectait davantage les étudiants qui sont dans la faculté d'ethnologie par rapport à un étudiant qui est dans une université privée. Autrefois, c'était comme ça. Donc ça, ce sont des discours collectifs en fait, ça, c'est des représentations sociales que je dirais qui sous-tendent à définir le processus identitaire. Donc, pour Deschamps et Molinet, l'identité est définie comme un sentiment de similitude et de différence entre ce qu'on appelle le soi, le qui suis-je, les autres, mais aussi notre appartenance à certains groupes. Autrement dit, la manière dont les représentations sociales, c'est-à-dire les images partagées de nous et d'eux, façonnent l'identité autant que les expériences individuelles. Donc, ce que nous appelons représentation sociale, c'est-à-dire les idées que les autres ils ont de nous et les idées aussi que nous avons des autres, ça façonne à la fois en fait, ça façonne l'identité tout autant que les expériences individuelles et personnelles. Et dans ce cas, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que le processus identitaire. Qu'est-ce que c'est? Si l'on parle de processus identitaire, de quoi on parle? Maintenant, si on parle de processus identitaire, ce sont tous les mécanismes par lesquels l'individu se redéfinit.
ce sont les mécanismes par lesquels l'individu se redéfinit. Et ces mécanismes, en fait, ça peut passer, par exemple, par l'adoption d'une nouvelle religion, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être, en fait, ça peut être aussi l'intégration dans un parti politique. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent, en fait, ce sont des éléments susceptibles de définir ce qu'on appelle le processus identitaire. Mais nous allons parler aussi de ce qu'on appelle l'identité collective ou l'identité collective. Pour sa part, euh, je dirais, c'est, je dirais que c'est la part de l'identité qui vient de l'appartenance à un groupe. Et dans l'identité collective, ce qui définit, ce qui est les socles de l'identité collective, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'élément central dans l'identité collective dans la mesure où le groupe, le groupe, dans la mesure où le groupe euh, cherche, en fait, les groupes sont susceptibles à chercher la reconnaissance, en fait, à être acceptés. Donc ça, c'est pour Jean-Claude Deschamps et, comme je l'ai dit, et Molinet. Mais il y a aussi la théorie la théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner qui est une théorie incontournable pour comprendre l'identité. Parce que si l'on parle de l'identité sans prendre en compte l'identité sociale de Tajfel, c'est comme si on parlait de la faculté d'ethnologie sans prendre en compte euh, par exemple, l'héritage de la faculté d'ethnologie. Maintenant, pour Tachfel et Turner, en fait, dans leur théorie de l'identité sociale, ils disent que ils définissent l'identité sociale comme la part du concept de soi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de la conscience d'appartenance à un groupe. OK? Donc, l'identité sociale, c'est la part de l'identité qui vient de la conscience d'appartenance à un groupe. C'est-à-dire, et là, le concept de conscience, c'est l'élément clé. Parce que si l'on n'a pas conscience, c'est comme si pour la théorie de l'identité sociale, tout ce qui est inconscient n'est pas pris en compte dans cette perspective. Donc, il y a deux éléments clés à prendre en compte, c'est l'identité sociale positive, c'est-à-dire les individus cherchent une identité sociale positive. Une deuxième idée, c'est une qui est construite par comparaison. Et cette comparaison, ça peut être fait entre, en fait, dans le groupe même, tout comme ça peut être fait entre groupes. C'est-à-dire d'un groupe à un autre, tout comme ça peut être fait aussi dans le même groupe. Donc, ça, c'est pour en fait, ça, c'est pour la compréhension de, euh, de Tachel et Turner. Donc, qui définit entre autres, des concepts clés comme la catégorisation sociale, comme la comparaison sociale. C'est toujours dans l'identité sociale, la catégorisation sociale et la comparaison sociale, ce sont deux éléments clés qu'il faut tout aussi comprendre. Pour dire que euh, la catégorisation, c'est davantage se faire classer, se faire grouper, c'est c'est-à-dire c'est classer soi-même et les autres en groupe, alors que pour la comparaison, c'est davantage plus extra dans la mesure où les individus ou encore les groupes se comparent à d'autres groupes pour davantage mettre en avance leur identité. Donc ça c'est pour des auteurs comme, je l'ai dit, Tachel et Turner. Mais il faut tout aussi prendre d'autres auteurs, par exemple comme Paul Ricoeur, qui, euh, qui a tout aussi fait avancer euh, le domaine de la psychologie sociale ou encore de l'identité, pour être plus sûr, qui, en quelque sorte, a beaucoup fait avancer
les concepts. Maintenant, pour Paul Ricoeur, dans l'identité narrative, c'est une identité racontée pour Ricoeur. Ricoeur dit que pour Ricoeur, l'identité sociale, c'est c'est- c'est- c'est en quelque sorte, euh, c'est en quelque sorte une identité qui est à la fois, en fait, qui doit reconnaître des éléments comme le temps, le récit, la mémoire et même l'éthique. Donc, pour Ricard, il y a deux concepts clés à prendre en compte, c'est l'identité idem. Identité idem, c'est-à-dire, c'est le même à travers le temps. Et identité ipsée, qui est la capacité à se reformer. Mais Paul Ricoeur a défini en termes en fait, en termes spécifiques qu'on appelle l'altérité. L'altérité, c'est un concept clé dans la perspective de Ricoeur qui dit que l'identité se construit aussi à travers l'autre. C'est-à-dire, l'altérité, c'est l'autrui, et il ne peut y avoir d'identité personnelle sans l'altérité, sans autrui. Et l'autrui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autrui joue un rôle tout aussi important dans la construction de notre identité que par rapport à tout ce qui nous entoure. Maintenant, si l'on voudrait parler de l'identité, on va prendre en compte nos expériences personnelles, OK? Mais on va prendre aussi la représentation des autres, le discours des autres, la compréhension des autres par rapport à nos propres expériences. Et Ricoeur aussi, il a parlé de l'identité narrative, qui explique que l'identité personnelle se construit à travers le récit de vie. OK? Et quand Ricoeur parle de l'identité narrative, il parle de ce qu'on appelle, en fait, il parle de temps qui est défini entre le passé, le présent et le futur. Donc, Ricoeur définit le passé comme la mémoire, OK? Le présent, c'est l'action, et le futur, c'est l'attente. Maintenant, notre identité est définie par rapport à la mémoire, par rapport à nos souvenirs, par rapport à notre passé. Notre identité est définie par rapport à ce que nous faisons à l'instant, par rapport à ce qu'on fait. Mais l'identité aussi peut être définie par rapport à ce que l'on, en fait, par rapport à ce que l'on entend. Nos attentes jouent un rôle tout aussi important que le présent et le passé. C'est-à-dire la mémoire, et c'est pourquoi aussi Paul Ricoeur, il a parlé de la mémoire et de l'oubli. Il dit que la mémoire et l'oubli sont deux éléments essentiels pour définir l'identité. La mémoire, c'est pour se souvenir de notre passé, en fait, de là où l'on vient. Mais l'oubli, est tout aussi important dans la mesure où il nous évite à être enchaînés de notre passé. C'était l'oubli qui est un des thèmes définis par Paul Ricoeur, c'est tout aussi un élément important dans l'identité, dans la mesure où l'oubli nous permet de ne pas être enchaîné, de ne pas être prisonnier de notre passé. Ce qui est différent par rapport à la mémoire. La mémoire, ce sont nos souvenirs, tout ce que nous avons vécu. OK? Mais entre la mémoire et l'oubli, il y a l'identité. La mémoire, ce que l'on se souvient, et l'oubli, c'est tout ce qui n'était pas essentiel, tout ce qui nous évite à être prisonniers, tout ce qui nous évite à regarder toujours dans le passé pour définir ce que nous sommes. Donc, les principes, ce sont les principes clés de Paul Ricoeur. Donc, pour faire avancer, Paul Ricoeur considère que l'identité personnelle n'est pas une essence donnée, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est fini, mais une construction narrative, une construction qui se construit à travers le récit.
le récit de vie. C'est-à-dire, quand je parle de récit de vie, on parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre mémoire, de l'action et de l'attente. Le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est la mémoire, le présent, c'est l'action et le futur, c'est l'attente. Donc, le sujet se définit ou encore se reconnaît comme même à travers le temps, tout en restant ouvert au changement. Au changement, c'est-à-dire l'ipséité, c'est-à-dire la capacité ou encore l'identité ipsée, la capacité à se reformer, à se réimaginer, à se redéfinir. Donc, on essaie de rester le même, ce que nous sommes, mais on est aussi apte à se reformer, à se réimaginer, à se réinventer. Donc, l'identité ne se construit pas seule. C'est quelque chose qui est lié d'abord à autrui, à l'altérité, à l'autre, OK? Et ça peut être aussi, en fait, c'est lié davantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la mémoire et à l'oubli qui sont des dimensions essentielles. Donc, quelque part, la mémoire nous garde en vie pour ne pas oublier d'où l'on vient. Mais l'oubli, c'est quelque chose qui nous permet de se réinventer. Parce que si l'on se souvient de tout, quelque part, on aura trop de difficultés à se réinventer, à se réimaginer. Donc, l'oubli nous permet de se réinventer, de se redéfinir à travers le temps. Donc, ça, c'est la perspective de, de Paul Ricoeur. Maintenant, poursuivons, puisque là où le cours a été interrompu, c'était exactement à ce moment-là où on allait parler de Gaston Bachelard, qui, dans ses œuvres, a parlé en fait, a tenté de définir l'identité à travers des concepts qu'on appelle l'imaginaire, l'espace et le non-moi. Oui, Gaston Bachelard a tenté de comprendre l'identité à travers ce qu'on appelle l'imaginaire, l'espace et le non-moi. Maintenant, comme certains auteurs, Gaston Bachelard, il va sans dire que l'identité n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. C'est-à-dire, c'est une évolution, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui peut être, c'est quelque chose qui peut être perdu au cours des routes et se réapprendre. C'est-à-dire, il y a des détours, il y a des contours, il y a des retours. C'est-à-dire, il y a toujours un va-et-vient dans ce qu'on appelle l'identité. Mais pour Bachelard, il dit que l'identité est construite par l'activité psychique, c'est-à-dire l'imaginaire, l'espace, mais aussi par l'imaginaire social. C'est vrai que nous avons parlé, par exemple, de Marc, de Deschamps, de Moline et de Ricoeur. Maintenant, pour essayer de comprendre Gaston Bachelard, on va prendre par exemple l'idée de Bachelard qui dit que, dans sa célèbre formule, qui dit que il ne faut pas identifier le divers, mais il faut diversifier l'identique. Il ne faut pas identifier le divers, mais plutôt il faut diversifier l'identique. En fait, qu'est-ce que Gaston? Qu'est-ce qu'il voudrait dire? C'est que dans, ce- dans cette perspective, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc, c'est pour dire que Bachelard nous rappelle quelque part que l'identité n'est pas une case unique où, où tout le monde où tout le monde se ressemble. Au contraire, pour Bachelard, il faut accepter que l'identique, c'est-à-dire être étudiant, être moi-même, se diversifie. Il faut accepter que l'identique se diversifie. Diversifie, c'est-à-dire chaque personne construit son propre imaginaire, son propre rapport à l'espace,
à l'enfance et même à nos expériences. Donc, pour Bachelard, l'identité sociale n'est pas une identité froide, mais plutôt une identité qui a une vie, une identité vivante qui se diversifie selon l'imaginaire de chacun. C'est la perspective des bachelors, c'est une perspective qui est encore plus large pour dire que notre imaginaire, c'est un élément, je dirais, incontournable à la compréhension de l'identité dans la mesure où, comme il a dit, l'identité, en fait, l'identité est vivante dans la mesure où elle peut être diversifiée selon l'imaginaire de chacun. Maintenant, ce que Bachelard appelle de non-moi, ce que Bachelard appelle le non-moi, ce sont les lieux, les espaces. C'est-à-dire, ça peut être quelque part où on a vécu quelque chose qui a changé notre façon de penser. C'est là où on a vécu, en fait, où on a vécu quelque chose qui a totalement bouleversé notre compréhension du monde, ou notre compréhension de soi, et voire même la compréhension de l'autre. C'est pourquoi, dans sa réflexion des rêveries poétiques, Bachelard dit que la rêverie poétique donne au moi un non-moi. Donc, c'est pour dire que, quelque part, il tente de montrer que l'identité personnelle ne se construit pas seule, mais avec l'autre, et aussi avec l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire l'imaginaire. L'environnement, ça peut être la maison, ça peut être un pays ou tout autre. Donc, il dit que, Bachelard dit que le moi ne se limite pas à ce que je suis, c'est-à-dire à la personne que je suis, mais ça peut être aussi construit, je dirais, à travers le non-moi, c'est-à-dire notre identité peut être construite à travers des lieux, à travers des espaces. Donc, l'imaginaire, l'espace qui est l'environnement, notre imaginaire, ça peut tout aussi bouleverser ou encore renverser notre compréhension du moi. Et le non-moi aussi peut être un élément incontournable dans la mesure où le non-moi me permet de me comprendre moi-même, de comprendre l'autre et de se réinventer ou encore de se réadapter par rapport aux ambitions. Donc, par exemple, lorsque je dis, si je dis par exemple que je suis de Port-au-Prince ou encore je suis de Petit-Goâve, là, je parle quelque part de ce qu'on appelle le non-moi. C'est-à-dire, c'est davantage l'espace ou encore les autres parties, en fait, les autres comme faisant partie de mon identité. De là où l'on vient, c'est quelque chose qui peut être défini, en fait, qui va, qui va en dire beaucoup sur nous. On va prendre un exemple simple pour comprendre. Exemple, généralement, on dit, depuis Haïtien fin pissé, yo craché la tête. Ça, c'est un exemple vague. Mais ça peut être, ça peut être quelque chose, on pourrait mettre un nom comme le nom moi sur cette idée-là. C'est-à-dire, côté sorti, d'accord? C'est-à-dire, de là où l'on vient, ça laisse, en fait, ça laisse quelque chose en nous. Parce que je pourrais bien être haïtien, et, en fait, quand je dis haïtien, c'est-à-dire, ça peut être un haïtien qui a vécu en Haïti, tout comme ça peut être un haïtien qui n'a pas vécu en Haïti. D'accord? Donc, c'est pour dire que le non-moi, c'est-à-dire, pour Bachelard, le non-moi, c'est quelque chose d'autant, qui est d'autant plus intéressant que tout autre. Et c'est de là que Bachelard a fait avancer pour dire que le non-moi, c'est quelque chose qui, ça fait,
Ce sont des choses qui définissent ce que nous sommes et qui définissent aussi le processus identitaire, c'est-à-dire la façon dont notre identité se définit, la façon dont nous comprenons le monde, la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes. D'accord? Donc, avec Gaston Bachelard, quand on parle de l'identité sociale, en fait, quand on parle de l'appartenance sociale, pardon, c'est-à-dire l'appartenance à une ville, à un quartier, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre que l'on n'appartient pas seulement à un groupe ou encore à un papier d'identité, mais on appartient aussi aux images, en fait, de là où l'on vient, de la ville, de son pays, ou, voire même de son enfance. Et certaines fois, ça nous arrive aussi, par exemple, de poser des actes que l'on pense avoir déjà fait. Lorsque, la réalité, on sait consciemment que c'est quelque chose que nous n'avons pas conscience d'avoir déjà fait. Mais c'est parce que dans notre enfance aussi, nous avons eu certains comportements. Dans notre enfance, nous avons eu un certain vécu qui peut-être, par rapport à l'âge adulte, qui peut-être, qui peut nous faire sentir avoir déjà vécu quelque chose, pourtant, qui n'a pas été réellement le cas. Donc, pour poursuivre, Gaston Bachelard, donc, il va davantage plus loin par rapport à Paul Ricoeur, par exemple, qui a parlé de l'identité narrative, avec Marc, qui a parlé de l'identité sociale et de groupe. Donc, Gaston Bachelard, lui, il dit que l'identité se construit aussi dans l'imaginaire. Donc, cela signifie que quand on se retrouve dans la même catégorie, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'étudiants, quand on se retrouve dans la même catégorie d'étudiants ou encore dans le même groupe culturel, donc chacun se diversifie ou encore chacun diversifie cette identité à sa manière. Ça peut être à travers sa propre histoire, par rapport à son espace vécu, voire même par rapport à son imaginaire. Et c'est de là que vous allez comprendre toute la différence qu'il y a, par exemple, dans un groupe. Il est vrai que nous pouvons faire partie du même groupe, mais nous n'avons pas la même compréhension de l'identité par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, par rapport au groupe culturel, par rapport à notre histoire personnelle, par rapport de là où l'on vient, par rapport aussi à quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui peut être aussi déterminant par rapport à la compréhension aussi de nos parents. Parce que ce qu'il faut comprendre, on se construit certes à travers nos expériences personnelles, mais on se construit aussi à travers le discours de l'autre. Maintenant, si l'on se construit à travers le discours de l'autre, on se construit à travers l'éducation qu'on nous a inculquée. Donc, le fait seul d'avoir un parent religieux, ça peut être, selon Gaston Bachelard, ou encore selon les dires de Bachelard, ça peut faire partie aussi, ça peut tout aussi redéfinir notre compréhension du monde. Ça peut tout aussi redéfinir notre compréhension de nous-mêmes. Et ça va sans dire que, par exemple, je pourrais avoir un problème, je prends ça comme normal. Par exemple, d'abord, sorti me frapper pied, ça, ça peut être genre quelque chose de vague. Alors que on l'autre monde, il frappe pied, sans pour autant il pas gagner une compréhension spécifique ou du moins il pas gagner une appartenance directe à quelque chose, mais il gagne une compréhension autre que ça. Donc c'est de là que la question de l'imaginaire pour Bachar, ça prend forme dans la mesure où la façon dont on comprend les choses, la façon dont on interprète choses, ça peut tout aussi redéfinir, comme je l'ai dit, notre compréhension du monde. D'accord? Donc, dans l'intervention de Bachelard, il nous aide à comprendre que l'on n'appartient pas seulement à un groupe, comme je l'ai dit, ou un papier, c'est le non-moi participe tout au plus
à ce que nous sommes. C'est-à-dire ce qui est autour de nous, ce qui est, quand je dis ce qui est autour de nous, c'est-à-dire ça peut être les lieux, les personnes, vos parents, ça c'est le non-moi, d'accord? Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments, comme je l'ai dit, qui constituent ce que nous sommes réellement. Maintenant, on s'ensuit avec, avec les idées, parce que quand on parle de Gaston Bachelard qui davantage met en avance la question de l'imaginaire, du non-moi, il faut aussi prendre en compte d'autres idées. D'autres idées comme Michel Foucault qui, quant à lui, qui est davantage plus perspicace dans ses interventions par rapport à Bachelard ou encore à Paul Ricoeur. Donc Foucault, lui, il s'inscrit davantage dans une sorte d'épistémologie de l'identité qui remet en cause certains éléments, mais qui priorise davantage d'autres éléments. Par exemple, Foucault, lui, il met en avance la question du pouvoir, la question du discours. Là, on pourrait aussi revenir avec Georges Schmitt, la question de la communication, la question du langage. Donc, pour Michel Foucault, tout comme on pourrait, comme je l'ai dit, on pourrait aussi citer Georges Herbert Mead qui a mis en avance la question du langage comme faisant partie ou encore comme élément constitutif dans la construction de l'identité. Donc pour Foucault, on va dire qu'il y a trois éléments essentiels à prendre en compte. C'est un, les discours, deux, les institutions, et trois, les normes. C'est-à-dire, le discours, c'est qu'est-ce qu'on dit sur, c'est-à-dire le regard portant sur la personne. OK? Les institutions, sont les institutions d'encadrement, ce qu'on appelle comme ça, et même les normes. Les normes, par exemple, les lois, la morale ou tout autre. Donc, le discours, par exemple, on va dire, qu'est-ce qu'on dit sur les migrants, qu'est-ce qu'on dit sur les étudiants de la faculté théologique, qu'est-ce qu'on dit sur les étudiants, par exemple, en médecine, OK? Qu'est-ce qu'on dit sur les étudiants dans les universités privées, qu'est-ce qu'on dit sur les gangs, qu'est-ce qu'on dit sur les mannequins. Ça, c'est les discours. Et les institutions, c'est par exemple la prison, les écoles, euh, les hôpitaux. Les institutions, ce sont des, des- je dirais, des éléments qui sont là, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait quelque part dire, qui sont là pour encadrer ou encore pour recadrer les sujets. Et enfin, on va prendre les normes qui, en quelque sorte, qu'on va dire la pénalité, la morale ou tout autre. Donc, pour Foucault, il y a deux discours à prendre en compte. Il y a le sujet comme produit du pouvoir, c'est le premier discours. Il y a un deuxième discours qu'on pourrait dire, dans son terme exact, c'est la gouvernementabilité. C'est-à-dire, c'est le sujet attaché à. C'est-à-dire, c'est l'ajustement à des identités. C'est-à-dire, il y a le sujet assujetti et le sujet attaché à son identité. Maintenant, pour Foucault, en fait, le sujet, ça peut être un, un sujet soumis, c'est là qu'on parle de sujet assujetti, un sujet soumis, un sujet qui est soumis au pouvoir, un sujet qui est soumis aux normes, et c'est de là qu'on va définir d'autres concepts, par exemple les anticonformismes, le conformisme et les anticonformismes, et d'autres concepts vont prendre forme à travers ces éléments.
Il y a aussi le sujet attaché à son identité. Et là, on va parler par exemple, de la... on pourrait attacher à son identité par rapport à la conscience, par rapport à la confession, ou encore par rapport à la vérité de soi. Que je parle par rapport à la vérité de soi, c'est-à-dire par rapport à ce que l'on prend pour vrai ou pas. Donc, pour Foucault, le sujet, je dirais, moderne, est à la fois assujetti, c'est-à-dire un sujet qui est soumis, un sujet qui est dominé, un sujet qui est classé par rapport au discours, mais c'est aussi un sujet qui est attaché à son identité, c'est-à-dire qui cherche à se reconnaître dans des catégories. Je suis malade et l'autre, il est sain. Donc là, on cherche davantage à se faire reconnaître par rapport à des catégories. Par exemple, moi-même, je suis mannequin. Donc là, je cherche à me faire reconnaître par rapport à ce qu'on appelle à la catégorie de mannequin. OK? Par exemple, euh, je suis capois. OK? Donc là, je cherche à m'attacher à, en fait, je cherche une certaine reconnaissance à se faire reconnaître comme capois différent par rapport à d'autres. Qui, pour Foucault, il dit que l'identité sociale, c'est donc, comme je dirais, un système de pouvoir. C'est, C'est-à-dire, pour Foucault, la question de l'identité sociale, ce n'est pas quelque chose qui est conçu à travers des interactions entre individus, mais c'est plutôt, dans sa perspective, c'est plutôt quelque chose qui est défini à travers le pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir qui nomme, un pouvoir qui classe, un pouvoir qui fixe des vérités sur nous-mêmes. C'est-à-dire, si l'on attache quelqu'un, ou encore si l'on épingle quelqu'un de délinquant, c'est davantage un pouvoir, c'est davantage un système de pouvoir qui définit la personne en tant que telle. Dans une autre société, la personne, en fait, on pourrait attacher une autre étiquette à la personne qui n'est pas forcément la délinquance. C'est pourquoi il dit que la question de l'identité sociale, c'est quelque chose qui se rattache à un système de pouvoir qui classe, qui définit et qui fixe des vérités pour dire que si tu fais ça, tu es classé dans telle catégorie. Si tu fais ça, tu es classé dans telle autre catégorie. Donc ça, c'est la question de pouvoir. Donc il y a le deuxième élément qu'on appelle la gouvernementalité, c'est-à-dire la notion de gouvernementalité, c'est pour montrer comment le pouvoir ne se contente pas de commander, mais ça, je dirais, ça gouverne la vie. C'est-à-dire, on vous dit, ben, par exemple, quand on vous dit qu'il faut avoir un permis pour conduire. Donc ça, c'est dans la perspective de gouvernementalité pour dire que on gouverne notre conduite. Donc on dit ben tel comportement c'est OK, tel comportement ou non. Donc ça, ce sont des éléments qui définissent ce que nous sommes. C'est-à-dire ce pouvoir produit des catégories individuelles. C'est-à-dire on va dire vous-même, vous êtes consommateur, quelque part d'autre, il y a les malades, et autre part, autre part, il y a les consommateurs. Donc, quand on te définit pour dire, par exemple, toi-même, tu es consommateur, là, c'est pas que réellement tu te dis, ben, moi-même, je suis consommateur. Donc, on te définit, c'est-à-dire, on te donne une définition, on te met dans un panier, on te classe, on te dit, toi, tu es là. Et ce n'est pas à toi de dire oui ou non, je ne suis pas là, donc toi, tu es là. Et c'est pareil, par exemple, je me rappelle avec l'expérience, je crois que, je pense que je pourrais que le professeur Santiago prend ça en compte dans d'autres séances, en prenant en compte, par exemple, dans une expérience qui a été faite pour dire que, par exemple, on a fait admis
des personnes saines dans un centre psychiatrique et un psychiatre, ils n'ont pas pu définir ou encore déceler les personnes saines, en fait, les personnes saines par rapport aux personnes malades. Parce que si, quand tu es dans un centre psychiatrique, on a tendance à interpréter chaque comportement. Par exemple, quand tu te dis, si par exemple tu cherches à dire non, moi-même je ne suis pas malade, je suis correct ou ci ou ça, donc il va y avoir des concepts, il va y avoir une explication à donner par rapport à ton comportement. Mais pareil pour la personne qui délire aussi, on va avoir une explication, je dirais, scientifique à dire, ben, cette personne, il développe tel ci ou ça. Parce qu'une fois que vous êtes admis au centre psychiatrique, on vous considère comme malade. Vrai ou pas. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas malade, mais automatiquement que vous êtes admis au centre psychiatrique, donc vous êtes automatiquement malade. Donc c'est pour dire que, en fait, quand je vous parle de gouvernementalité, c'est pour dire que le fait de dire, en fait, le fait seul d'être admis ou encore de se faire d'intégrer un centre psychiatrique, même si vous êtes sain ou pas, mais on va toujours chercher à expliquer chaque comportement par rapport à d'autres. Et ça, certes, c'est un biais, mais c'est compréhensible dans la mesure où c'est fait spécifiquement pour les personnes malades. Maintenant, vrai ou pas, on va dire, ben, OK, donc le psychiatre, il se pourrait, certes, qui a un biais, dans la mesure où il n'arrive pas à redéfinir ou encore il n'arrive pas à déceler la personne saine par rapport à la personne malade, sans avoir, en fait, sans faire passer un test. Mais si l'on prend en compte deux personnes malades, on dit, ben voilà, je suis malade, par exemple, cette personne est malade et l'autre personne n'est pas malade, et on a fait passer en fait, on les a fait admettre dans un centre psychiatrique, vous allez comprendre que la personne saine pourrait en quelque sorte développer, ou encore par rapport à la compréhension des psychiatres, pourrait développer des signes en fait, des pathologiques qui ne sont pas forcément vrais, mais par rapport à l'espace où vous vous trouvez. Donc, c'est pareil pour dire, par exemple, si Kounia, là, on me dit, il est dans le village de Dieu, on monde qui dit, bah, ou même automatiquement, bah, en fait, là, me dit, on monde, je vais dire plus clair. Par exemple, un jeune garçon qui est dans le village de Dieu, il y a davantage qui a une tendance à dire, ben, nek ça, il n'a pas base là. Mais même si c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire, là, vous vous trouvez, ça va définir, ça peut être un élément constitutif par rapport à la compréhension, par rapport à ce qu'on pourrait dire de toi. Donc, quand Foucault dit que le pouvoir ne se contente pas en fait, ne se contente plus de commander, mais il cherche à gouverner la vie, ça passe, comme je l'ai dit, par des catégories qui nous disent que pratiquement qui nous sommes. Je suis malade, je suis migrant, je suis ou je suis tout autre. Donc, c'est pour dire que l'appartenance sociale, pour Foucault, peut donc être aussi une forme de contrôle. OK? Donc, l'appartenance sociale peut tout aussi une forme de contrôle, c'est-à-dire être rangé dans une catégorie d'influence, en fait, être rangé dans une catégorie qui peut être influencée par la façon dont on se définit. Et ça peut être aussi la façon dont les autres ils nous perçoivent. Maintenant, comment comprendre, par exemple, les auteurs ensemble. Si l'on parle de Gaston Bachelard, de Michel Foucault ou d'autres, il faut tout au plus essayer de comprendre. Parce que, comme je l'ai dit pour Foucault, le discours est tout aussi important par rapport à, par exemple, Bachar qui parle des non-moi ou même de l'imaginaire. Parce que je vais prendre un exemple simple pour comprendre.
Si un étudiant là, il était dans un quartier et que gagnait un monde qui pensait que monde ça allait voler, bon, je prends un exemple simple, vague, hein. Il pensait qu'il volait et que monde ça allait véhiculer même l'idée ça et que tout le monde dans le quartier t'as cru que monde ça le volait, même si au fond de vous, ou qu'on on pas volé, quelque part au volet. Ça, c'est pour montrer puissance discours là. Comment communication, mais discours là, il a totalement redéfini ça, ça n'y est. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ça fait me dit tout à l'heure, oui, ou même on définit identité par rapport avec l'expérience ou par rapport à son vivre, mais l'autrui, l'altérité, lit tout aussi important que l'expérience qu'on fait. Dans la mesure où le discours portant à votre personne, ça peut, ça peut être un discours qui est de construire ça, mais tout comme ça qu'a fait ou déconstruire totalement sa côté. Et les gens qui disent généralement, pas vivre pour le monde, je pense personnellement que que vous êtes tout faux de dire que vous ne vivez pas pour les autres, parce que autant que vous vivez avec les autres, donc vous vivez pour vous et pour les autres. Dans la mesure où, aujourd'hui, l'on ne peut pratiquement rien faire sans les autres. Je n'aurais pas pu, par exemple, animer cette séance s'il n'y avait pas d'étudiants. Tout comme professeur Sandy ne pourrait se dire être professeur s'il n'y avait pas d'université. Donc, quand vous dites que vous ne vivez pas pour les autres, mais autant que vous vivez avec les autres, donc vous vivez tout aussi pour les autres. Parce que dans la mesure où vous aurez toujours besoin de la reconnaissance des autres pour vous définir vous-même. Et cette reconnaissance va vous permettre, dans un premier temps, de vous définir, mais de vous redéfinir aussi. Parce que la réinvention dont on parle dans l'identité, c'est dire que je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, mais je suis capable d'être quelqu'un de mieux par rapport à la personne que je suis ou encore par rapport à la personne que j'étais. Donc, le fait seul de dire que vous ne vivez pas pour les autres, mais c'est dire que c'est comme si vous dites que vous vivez en marge de la société, parce que tout ce que vous faites, ça va avoir un retour sur vous-même, directement ou indirectement. Donc, ça va impacter la personne que vous faites, en fait, la personne que vous êtes, ça va impacter aussi votre intégration. Parce que aujourd'hui, là, si vous êtes, par exemple, que vous dites, ben, moi-même, je suis entrepreneur, je, je n'ai pas besoin des autres. Maintenant, j'aurais du mal à comprendre avec qui vous allez vendre, avec qui, en fait, pour qui en fait, si vous faites un investissement, vous faites un investissement pour rentrer. Maintenant, la rentabilité, ça va dépendre de- des consommateurs. Et les consommateurs, c'est les autres. Et ce sont ces mêmes autres personnes que vous dites que vous ne vivez pas pour eux. Alors, généralement, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour l'autre. Parce que l'autre, par exemple, l'année prochaine, je vais m'inscrire dans un programme de doctorat. Je vais le faire pour moi, mais je vais le faire aussi pour les autres. Parce que les recherches, les travaux de recherche sur lesquels je vais travailler, je ne vais pas les faire seulement pour moi. Parce que je n'aurai pas besoin de tout faire et de tout écrire pour moi-même. Donc, je vais les faire pour moi parce que j'aurai l'expérience, j'aurai acquérir davantage de connaissances, mais j'aurai aussi à partager avec les autres. Donc, je vais le faire pour moi, mais je vais aussi le faire pour les autres. Et quand je vais le faire pour les autres, je cherche davantage à être reconnu. Je cherche, je cherche ce que je pourrais appeler la reconnaissance. La reconnaissance dans la mesure où c'est la reconnaissance qui va réellement dire est-ce que réellement je suis un intellectuel ou non? Est-ce que réellement
je mérite le titre de docteur ou non. Donc, ce n'est pas le simple fait de dire, par exemple, de vous donner un titre qui dit, ben voilà, vous êtes ce que vous dites. D'accord? Donc, la reconnaissance est tout aussi importante. La reconnaissance est tout aussi importante dans la construction de l'identité que tout ce qui peut y avoir. Maintenant, en termes de rupture épistémologique, en fait, on parle de Gaston Bachelard qui parle d'une rupture qui davantage parle de la progression de la connaissance, c'est-à-dire de la connaissance brute à la connaissance formelle, mais qui parle aussi de ce qu'on appelle des idées reçues qui doivent être visées par la science. Maintenant, pour essayer de comprendre le tout dans sa globalité, on va prendre par exemple, face à Paul Ricoeur qui dit par exemple que l'identité se construit, qui dit que l'identité se construit à travers le récit, mais Foucault, quant à lui, il ajoute, pour Ricoeur, il ajoute à dire que ce récit est lui-même encadré par des discours de pouvoir. C'est-à-dire, certes, notre identité est construite à travers le récit, c'est-à-dire à travers le temps, mais ce temps-là, comme je l'ai dit, en fait, pour Foucault, c'est un récit qui est encadré par des discours de pouvoir, euh, par, euh, par les normes, par le savoir. Et qu'est-ce qui définit les normes, les savoirs, c'est la société. La société, c'est un socle qui a une emprise sur nous, qui a une emprise sur ce que l'on est et sur ce que l'on est susceptible de devenir. OK? Donc, et ça aussi, face à un Gaston Bachelard qui parle de l'imaginaire, en fait, Bachelard qui montre que l'identité est construite à travers l'imaginaire. Mais Foucault, quant à lui, il nous rappelle que cet imaginaire est lui-même, en fait, cet imaginaire lui-même circule à travers, comme je l'ai dit, à travers des discours dominants. C'est-à-dire, est-ce est-ce que l'on imagine comme normal, sain, dangereux ou tout aussi marginal? C'est-à-dire, ça aussi, ce sont, dans le terme de Bachelard, en fait, de Foucault, une construction technopolitique. C'est dire, en fait, notre identité peut être construite à travers l'imaginaire, mais Foucault, lui, il essaie de prendre en compte, en fait, il essaie de dire que cet imaginaire est encadré, ou encore cet imaginaire circule autour, autour des discours qui sont dominants. Et les discours qui sont dominants, ce sont, je pourrais dire, des discours préfabriqués, des discours tout faits, des discours qui sont montés par la société, des discours qui sont, des discours qui sont eux-mêmes construits pour définir ou encore prédéfinir ce que l'on va être. Et c'est pratiquement la même chose, même pour la question de patriarcat ou voire même de féminisme. Donc, ça aussi, ce sont, comme je l'ai dit, des, tout cela circule autour des discours dominants. Parce que le patriarcat, on va dire que si ça, c'est quelque chose. Moi-même, je n'ai pas participé à la construction du patriarcat. Bon, certains féministes vont dire que je bénéficie de certains privilèges du patriarcat. Mais j'aurais pu dire que je suis tout aussi victime du patriarcat que les féminismes qui disent tous les jours que ben voilà, il faut mettre fin au patriarcat. Parce que moi-même, je me rappelle, on va dire que, bon, pour le féminisme, c'est un courant qui est plus large, qui regroupe ouais, plusieurs sous-groupes, il y a un groupe qui est davantage plus extrémiste par rapport à d'autres. Mais par exemple, on va prendre en compte un discours selon lequel un féministe dit que un garçon ne peut pas être féministe parce qu'un garçon ne peut pas vivre
ce qu'une femme vit. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'on va dire, parce que quand on dit que bon, les femmes, ils sont victimes du patriarcat, mais on pourrait aussi dire que les hommes aussi, ils sont victimes parce que maintenant, là, si l'on dit que des pour garçons crier, il y aura mal, parce qu'il faut couvrir, il faut aussi, il faut que ça. Maintenant, n'est-ce pas aussi un piège pour nous qui sommes, c'est pour le monde qui est d'accord avec les garçons, yo. C'est quelque part, c'est comme si tu as dit, excusez-moi, un instant. OK, merci. Oui, donc comme je l'ai dit, c'est-à-dire, ça aussi, je pourrais prendre Foucault pour dire que c'est aussi un piège, le patriarcat est tout aussi un piège pour les hommes que les femmes dans la mesure où, alors, je vais dire pour certains, parce que pour ceux-là qui ne, ne prennent pas en compte tous les privilèges. Bon, bref. Mais on va dire que le patriarcat peut être tout aussi un piège pour les hommes que les femmes, dans la mesure où l'on est sous contrôle d'un discours dominant, d'un discours qui dit, par exemple, quand vous êtes homme, vous devez être comme ci, comme ci, comme ça. Et femme, voilà, voilà votre place, vous êtes ci, vous êtes ça. Donc, c'est un, ce discours dominant, ça prend en compte, c'est-à-dire, ça peut tout aussi faire mal, tout aussi aux femmes qu'aux hommes. Donc, ça, c'est pour faire avancer et ça, c'est pour faire, ça, c'est pour faire comprendre comment le discours dominant nous catégorise, nous met dans des catégories que à l'avance nous-mêmes, nous ne définissons pas, mais que la société met en avance pour, en quelque sorte, euh, prédéfinir ou encore définir ce qui va être. Donc, ça, c'est la compréhension de Foucault. Donc, enfin, on va dire que Foucault dit que le pouvoir classe les individus en catégories. Il les désigne par une individualité propre et il les attache, entre autres, à leur identité. Comme si, je dirais, que cette identité euh, devait leur être reconnue par les autres. Donc, ainsi, être identifié comme normal, comme délinquant, n'est pas seulement un étiquetage psychologique, mais c'est aussi une forme de prise de pouvoir sur la vie. Donc ça, c'est les mots pour conclure les propos de Michel Foucault. Maintenant, j'ai une question pour vous à la fin puisque j'arrive à la fin de ma présentation. Maintenant, j'ai une question pour vous. La question, c'est, selon vous, quelle perspective, je dirais, psychologique, sociologique, voire même philosophique, explique votre identité? Est-ce la perspective d'Éric Erickson ou encore de Edmond Marc, de Paul Ricoeur, de Gaston Bachelard ou encore de Michel Foucault? Autre question, c'est quelle est votre expérience de tension entre unicité et appartenance? Merci beaucoup. Maintenant, la place est à vous. Professeur Sandy, vous êtes là? Professeur Larose? Bon, d'accord. Maintenant, je vous laisse réfléchir et maintenant, on peut discuter. Je suis ouvert pour prendre vos questions et tout autre. Merci à vous.
Alors, est-ce que vous pouvez reprendre pour nous les questions, s'il vous plaît? Oui, cher Francky. Oui, oui, je suis là. Pour ce- Oui, en fait, la question est affichée dans le slide. Il y a deux questions, d'accord? C'est selon vous, quelle perspective, puisque dans ma présentation, donc j'ai pris en compte plusieurs auteurs, OK? Donc il y a Paul Ricoeur qui a une perspective davantage philosophique et Foucault et Bachelard qui a une perspective davantage épistémologique de la question de l'identité. Donc, je dis, dans quelle perspective quelle perspective explique votre identité? Est-ce la perspective de Erickson, euh, de Paul, en fait, de Paul Ricoeur ou encore de Foucault? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelle est votre tension? Oui, oui, c'est quelle est votre expérience de tension entre unicité et appartenance? C'est-à-dire ce que vous êtes réellement et à cela auquel vous appartenez. C'est-à-dire, quelle est votre expérience? Est-ce que ça vous, en fait, est-ce que ça vous arrive déjà, par exemple, de vous retrouver dans une sorte d'identité contestée euh, dans la mesure où, par exemple, vous avez, par exemple, vous êtes chrétien. Bon, je pense que c'est le cas pour vous en tant qu'étudiant à la faculté de technologie, par exemple, pour des étudiants pratiquement en anthroposociologie qui sont chrétiens, par exemple. On va dire que vous êtes chrétien, vous avez une appartenance chrétienne à un secte, à une religion, et par rapport à des sorties culturelles qui peuvent être faites dans le cadre de certains cours. Par exemple, dans mon cas, c'était avec le professeur Jean-Yves Blot, et dans des sorties, soit Côte Marie-Jeanne ou tout autre, en fait, dans un certain cas, c'est aussi des éléments qui pourraient être en contradiction avec ce que vous êtes et à ce à quoi vous appartenez. Oui, oui, professeur. Oui, 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 en fait, j'aimerais ajouter, avant-hier, le faculté avait organisé une activité. Alors, et d'un coup, il avait une musique qui est vraiment culturelle. Je crois que c'est une musique vaudou. Alors, moi, je suis chrétien. Et OK. du coup, j'ai envie de danser, mais là, je recule parce que je sais, au fond, c'est pas moi. Parce que en connaissance, je connais, c'est pas bon, et c'est pas dans mon culture ça. Et depuis tout petit, je suis l'église, et je sais qu'on ne doit pas danser la musique vaudou, autrement dit, les musiques païennes. Et là, je me sens un peu, comment dirais-je, un peu figé sur moi-même, un peu figé sur moi-même, Je voilà. comprends. Et là, je Mais, dois, mais maintenant, et du maintenant, coup, maintenant, est-ce que vous ne vous demandez pas pourquoi vous avez eu envie de danser? Parce que là, ce qu'il faut qu'on comprenne, par exemple, si vous êtes chrétien, ça ne devait même pas vous venir en fait, ça ne devait même pas venir en l'idée. Le fait d'avoir envie de danser, le fait seul d'avoir envie de danser, ça ne devait pas être. Parce que sinon, on comprend bien, c'est là que je parle de tension. C'est pour dire que quelque part, vous avez une culture d'appartenance à un secte religieux qui, qui va faire, en fait, qui va être, je dirais, qui va heurter votre culture générale en tant qu'Haïtien, en tant que peuple noir qui a, je dirais, une ascendance de peuple du vaudou. Maintenant, c'est cette tension-là qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il fallait que vous demandiez vous-même pourquoi cela vous est venu à l'idée de danser. Pourquoi vous avez eu subitement cette envie de danser. Parce que là, comme vous avez dit, comme tu as dit, vous savez que c'est mal, c'est pas bon, c'est pas bien de danser les musiques vaudou. Donc ça, c'est, si je prends Foucault, ça c'est le discours. C'est-à-dire,
il y a un discours dominant dans la question, en fait, dans les religions, pratiquement, alors, quand je parle de religion, en fait, dans la religion protestante principalement, qui dit que la musique vaudou, c'est quelque chose de mondain, c'est quelque chose de païen, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas rentrer là-dedans. D'accord? Donc là, je suis d'accord. Mais maintenant, demandez-vous, cette tension-là qu'il y a entre l'identité collective ou encore l'identité sociale que tu as par rapport à ton appartenance au groupe et votre identité personnelle, votre identité individuelle. Parce que là, c'est votre identité individuelle qui vous a poussé à avoir envie de danser. D'accord? Donc Alors, ça, c'est la personne oui, que vous êtes. Ça, c'est votre vécu. Ça, c'est votre ascendance. C'est là d'où vous venez. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, il y a, 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 il y a une partie de nous, nous avons une partie de nous, nous avons une partie de notre passé qui est en nous. C'est-à-dire, il y a une partie de 1800, de 1804, il y a une partie de 1803. Il y a les séquelles ou encore les expériences que les autres ils ont vécues. Nous avons quelque part cette trace en nous. Donc, est-ce que vous vous êtes pas posé la question? oui, oui, professeur. Oui. Et autre chose, j'aimerais ajouter aussi, et par rapport, je me demande bien, est-ce que ce n'est pas une influence, disons mieux, parce que tous les étudiants s'assemblaient tous pour danser. Je me disais plutôt, je me laissais influencer parce que tous les étudiants parlent de danser et pour eux c'est un plaisir et ils sont très contents. Du coup, là va venir l'influence ou bien va venir l'envie de danser. Vous comprenez, professeur? Oui, je comprends, je comprends. OK, OK. D'autres questions? D'autres questions? D'autres personnes voudraient intervenir? Professeur Francky, Oui, dis-moi. oui, en effet, concernant cette question d'identité, j'étais en train de réfléchir quelque chose qui s'est produit hier, je crois, ou avant-hier. Donc, j'étais à Bourdon et j'étais en train de me rendre à l'école. Et tout de suite, j'ai remarqué quelqu'un que je connaissais depuis quand j'étais tout petit. Donc, je l'ai salué. Et ensuite, on a pris quelques temps pour parler, comment ça va, tout ça. Mais j'ai pu remarquer qu'elle n'a pas pu, hum, pu voir qui lui a salué exactement. Du coup, je lui Mhm. ai dit que je suis le fils de donc, mon père, donc, comme déjà et son nom, je lui ai dit Ouais. que je suis le fils de Maître Hugo. Et de là, elle a pu voir, elle a dit, ah, oh, vraiment content ça fait longtemps que nous pas vraiment, ouais, bah, ça, yo, m'était plus qu'on est plus grand, tout ça. Et de là, j'ai pensé que l'identité, c'est en quelque sorte une affaire de famille aussi. Ça peut ça peut, comment on pourrait dire ça, transférer à partir de la famille, des amis et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez complètement d'accord avec moi en ce sens, parce que de là étant, si mon père en quelque sorte était quelqu'un de mauvais pour la société, je pourrais dire que elle pourrait m'identifier et avec comment on pourrait dire, ces traits de caractère mauvais. Donc, mais aussi si son père est quelqu'un de bien donc, pour la société, du coup, elle pourrait m'identifier aussi avec ces traits plus ou moins normaux. Donc, c'est ce que je voulais. Oui, oui, je suis d'accord et je veux dire, quand je parle d'identité de groupe, la famille, c'est un groupe. Comme tu as dit, si dans ta famille, il y a eu, par exemple, ton papa qui a été, par exemple, un très grand intellectuel, même si, par exemple, en fait, c'est un simple exemple, oui, mais si ton papa, il était genre intellectuel, genre avéré, on, on pourrait avoir tendance de te prendre
toi, même si tu n'arrives même pas genre, à 10 ou voire même à 15% des connaissances de ton père, on pourrait, on pourrait te dire que donc, lui, il est le fils à papa, donc on va avoir tendance à dire que donc, vous êtes aussi ici parce que vous êtes deux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la famille, c'est aussi un groupe et il y a, oui, une identité de groupe qui pourrait être attachée à chaque membre. Et là, comme je l'ai dit, dans ta famille, on pourrait, en fait, tu peux avoir une reconnaissance vis-à-vis de ta famille, même si on ne te connaît pas réellement, du fait que tu dis, je suis le fils de, en fait, j'appartiens à telle famille. Donc, tu auras une certaine reconnaissance parce que tu fais partie de tel groupe. Est-ce que tu comprends? Donc, c'était ça, et c'était un peu ça aussi autrefois en Haïti. Bon, disons, c'était davantage plus répété dans les familles en la campagne, par exemple. Autrefois, si par exemple, tu gagné un monde, en fait, avant même que tu aies fait un mariage ou bien on m'en accepté on l'autre pour mariage, faut-il que tu cherché qu'on est dans qui famille qu'on sorti. Est-ce que on ça c'est pas en famille qui tant qu'on volé la donne même si c'est pas volé hein, parce que c'est là qu'il faut prendre pour comprendre la dynamique groupe là. Par exemple, si tu gagnes un monde dans famille qui t'es volé, donc on aura tendance à dire que ah ou même toi c'est volé. Mais ça c'est pas vrai. Donc on est d'accord que si nous avons une famille ou un cousin qui te volé, donc moi, pas volé. Mais on aura tendance à rattacher ça à la famille du fait que c'est un groupe. C'est comme dire que dans un parti politique, gagne en tête là, ou bien gagne un qui volait, et puis on dit, ah, mon volé. Ou bien, bon, un exemple qui est plus simple. L'État volait. Ça, volait fini. Ben, on est d'accord que c'est pas tout le monde qui est dans l'État qui volait. Ça, c'est pas possible. Même si on dit, ah, c'est peut-être qui est dans l'État, voilà, voilà. Mais on va dire que, on va se mettre d'accord que n'a connaissons un monde qui est dans l'État qui pas volé. Mais ça, c'est parce que, on considère par exemple l'État comme un groupe. Maintenant, on va prendre, c'est comme si on prend un monde qui volait comme échantillon, ben, on dit, ben, OK, l'État volait. Et c'est pratiquement pareil aussi pour la famille. C'est-à-dire, si dans ta famille, tu as, par exemple, pour te gagner un grand, mon enfant qui est co-intellectuel, on va avoir tendance à prendre que tout ça qui vient, c'est intellectuel. Tout. Même genre, tu es monde qui te volait, on aura tendance à dire, ah, les autres dans la famille volaient, donc lui-même, tout le cas volait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de là qu'il faut comprendre la question de l'identité de groupe. C'est-à-dire, de là à comprendre que le groupe-là a tout aussi bien répercussion sur l'identité personnelle ou encore l'identité individuelle. Donc, votre appartenance aura à redéfinir par rapport à, par rapport à ce que vous êtes. Maintenant, pour faire suite, il y a une question dans le chat, c'est Romélus Chéri qui dit que comment peut-on rester soi-même, idem, tout en se réinventant constamment? C'est-à-dire, ça c'est avec Paul Ricoeur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre au milieu, c'est qu'est-ce qu'il y a réellement soi-même et comment on peut se réinventer. Par exemple, l'on se dit toujours, je cherche à être meilleur. Quand on cherche à être meilleur, l'on ne change pas. On est d'accord. L'on ne change pas ce que l'on est, mais on cherche à faire mieux. On cherche à avoir, en fait, à être une meilleure version. Maintenant, la base, c'est être soi-même, c'est-à-dire c'est soi-même. Mais on cherche à nous améliorer. C'est-à-dire, quand on dit on reste soi-même, ce n'est pas, ce n'est pas genre unilatéralement de dire que ben, je suis figé, donc la personne que je suis là, donc je ne vais pas changer, je ne pourrai pas m'améliorer. Mais c'est plutôt de dire que certes, je suis quelqu'un aujourd'hui, mais
les expériences auxquelles je m'apprête à faire peuvent avoir des répercussions qui pourraient me pousser à être meilleur que je suis aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que l'on est ce que l'on est, mais l'on ne dit pas que ce que l'on est figé, l'on est ce que l'on est tout en essayant d'être meilleur. Parce que le fait en fait, de se réinventer ne voudrait pas dire changer, d'accord? Le fait de se reformer ou encore de se redéfinir ne voudrait pas dire de ce que l'on est pour passer à quelque chose d'autre. Non. Donc, certes, parce que ce qu'il faut comprendre, l'on ne peut pas changer nos vécus. Ce que nous avons vécu, nos passés, l'on ne peut pas changer ça. Donc, la mémoire, l'on ne peut pas effacer. OK? Donc, la mémoire, ça constitue ce que nous sommes. OK? Maintenant, tout ce que l'on oublie, OK? Donc, cela nous permet de se réinventer, de pouvoir se reformer. Parce que l'oubli, ça se heurte au présent, c'est-à-dire à l'action. C'est pourquoi Paul Ricoeur, donc, il a parlé de trois éléments. Il a parlé de la mémoire, de nos souvenirs, du passé, de l'action, c'est-à-dire ne reste pas ce que j'étais encore aujourd'hui, parce que j'y travaille. Aujourd'hui, je pose des actions. Maintenant, c'est pour dire que ce que j'étais hier et hier, donc ça reste la mémoire. Maintenant, aujourd'hui, je pose des actions qui vont me pousser à avoir des attentes. Donc, ce sont les attentes qui vont me permettre de me redéfinir par rapport aux actions que j'ai posées. Est-ce que vous avez compris? C'est comme dire que je suis quelqu'un aujourd'hui, je suis quelqu'un, mais ce que je vais faire va me permettre de me redéfinir par rapport à ce que j'étais. Donc, c'est comme dire que vous avez une compréhension du monde aujourd'hui et demain, vous rencontrez quelqu'un qui vous a fait comprendre quelque chose d'autre et votre vision a changé. Quand votre vision a changé, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, vous êtes la même personne, mais vous vous améliorez dans la mesure où vous avez appris quelque chose d'autre. Cela vous a permis de vous reformer, cela vous a permis de vous réinventer, cela vous a permis de vous redéfinir par rapport à ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, Mélisse, vous pouvez toujours prendre parole pour, euh, pour avancer. Alors, merci beaucoup, professeur. Alors, par Oui, rapport à votre question, ajouter, je voulais dire quelque chose. oui, Et alors, à mon avis, je pense qu'on doit considérer toutes les perspectives dans la mesure où, par exemple, avec Erickson, euh, on, on retient l'idée selon laquelle l'identité est, est en progression. L'identité est évolutive, si je peux le dire ainsi. Et avec Marc Edmond, et qui nous permettent de comprendre l'importance de la reconnaissance dans la construction identitaire. Alors, et dans la mesure où l'on veut avoir une vie globale de l'identité, je ne pense pas qu'on doit rejeter les points de vue de ces deux auteurs. Et avec Paul Ricoeur, comme vous venez de le dire, et ils nous permettent de comprendre l'importance de la mémoire, à savoir les récits de vie dans l'identité, ainsi que les actions présentes. Et bien que je n'avais pas trop bien compris le point de vue de Bachelard, et avec Foucault nous permet de comprendre l'importance du pouvoir ainsi que des discours sur la construction identitaire. Alors, c'est pour ça,
pour moi, on peut considérer l'ensemble de ces perspectives et, comme étant complémentaires. Alors, c'est ça que je voulais dire à propos de la première question. Merci, Romélus. Merci beaucoup. Et oui, d'autres personnes voudraient prendre aussi la parole? Allô, ça? Allô? Oui, Ok, ok, oui. ok. Charles, dis-moi. Ciao, garçon. Et je vous laisse parler avant, après, je Ah, parlerai. d'accord, merci. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous et à vous tous. Oui, tout à l'heure, vous venez de nous expliquer la notion d'identité sociale et d'identité personnelle. Donc, et vous avez mentionné que l'identité sociale, et donc, et on apprend ça, on l'apprend. Donc, et on n'est pas né avec. Donc, et c'est pas quelque chose qui est inné. Donc, mais l'identité personnelle, cela est inné. Donc, et vous avez aussi pris comme Alors, pardon, exemple pardon, la Charles, religion. pardon. Oui, Je oui, ne crois pas avoir dit. Allô, allô, Charles, vous êtes là? oui, oui, juste là. Je ne crois pas avoir dit que l'identité personnelle est innée. Je ne crois pas avoir dit ça. Ah, d'accord. Bref, pour continuer, donc, ma question est la suivante. Donc, selon la comparaison de l'identité sociale et, celle de personnel, donc, est-ce que en fait, la mémoire qui est une sorte d'une boîte de stockage, mais parfois qui est temporaire. Donc, est-ce que la mémoire est d'un enfant qui a 6 ans, est-ce qu'un enfant qui a 6 ans peut toujours sauvegarder toutes les expériences et les moments vécus avec sa famille et ses amis, etc., dans l'enfance? Est-ce que cet enfant-là peut toujours sauvegarder ces expériences pendant environ une vingtaine d'années ou une quarantaine d'années? Est-ce que ces expériences et ces souvenirs peuvent être toujours sauvegardés dans sa boîte de stockage? Merci. Merci, Charles. Merci, Charles. En fait, dans la perspective de Ricoeur, quand tu parles de mémoire, ce n'est pas le fait de pouvoir mémoriser, non, principalement. Mais c'est plutôt euh, mémoire dans la perspective de Ricoeur, ce n'est pas ce n'est pas le fait de simplement de pouvoir sauvegarder ou encore de garder quelque chose. La mémoire, c'est plutôt un passé euh, c'est un passé mais qui n'est pas, comment je dirais, c'est pas quelque chose qu'on l'on pourrait dire qui est, qu'on n'apprend pas cœur. Donc, la mémoire est constituée davantage de nos expériences conscientes et inconscientes. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est pas le fait de dire, ben, OK, je peux sauvegarder, je peux aussi ça. Maintenant, euh, je pense que c'est comprendre que comprendre comprendre le point de vue de Paul Ricoeur quand il parle, quand il a parlé de la mémoire et l'oubli. Il a dit que, en fait, il a préféré le concept de mémoire dans la mesure où cela nous permet de se rattacher au passé. Et le passé, en fait, les souvenirs que nous avons, ce sont des choses que nous avons vécues, des vécus qui peuvent être conscients, c'est-à-dire des choses que nous avons conscience de faire, des choses que nous avons eu conscience euh, de, qui se sont passées, mais ce sont aussi des choses euh, que nous avons intégrées inconsciemment.
inconsciemment dans la mesure où, inconsciemment dans la mesure où ça fait partie principalement de notre vie. C'est-à-dire, c'est comme si l'on dirait que nous avons, nous avons des souvenirs de quelque chose que nous n'avons pas appris, on pourrait dire. On pourrait, par exemple, sentir quelque chose, on dit, mais ça, j'ai déjà eu cette sensation. Mais il se pourrait que vous n'arrivez pas à vous souvenir en fait, quand est-ce que vous avez eu ça. Donc, c'est pour dire que la question de, la question de la mémoire pour, pour Ricoeur, c'est quelque chose qui essaie de compenser la question du temps pour dire que il y a ce qui s'est passé, il y a ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous attendons de faire demain. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est davantage ça. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir dire que est-ce que maintenant je vais pouvoir dire qu'un enfant de 6 ans va pouvoir mémoriser en fait, des choses ou des vécus par rapport à cet âge? Je ne saurais le dire. Mais je pense que d'autres études pourront attester ou montrer euh, ça. Donc, je pense que vous pouvez toujours chercher à compenser ta compréhension par rapport à d'autres éléments de recherche. Merci pour vos compréhensions, professeur. C'est agréable. Bon, ok, c'est bon. Est-ce que je peux... On prend une pause de 5 minutes avant que je fasse la Professeur, conclusion? Oui, Ah oui, il y là, avait Nadia. vous Donc, m'avez on va prendre oublié. Nadia, on va prendre Nadia et ok, ensuite, on va prendre une pause pour 70 et ensuite, on revient pour la parfait. conclusion. Nadia, Bonsoir. Bonsoir, professeur. bonsoir Nadia. Oh oui, je suis arrivée un peu en retard, mais j'ai envie de faire une intervention. Je vais le faire dans la mesure de ma compréhension. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de l'altérité, vous aviez pris un exemple de phrase qu'on dit souvent, on ne vit pas pour les autres. Mais vous avez dit que on ne peut pas dire qu'on ne vit pas pour les autres parce qu'on vit avec les autres. Je suis d'accord, mais quand on utilise cette phrase pour dire qu'on ne vit pas pour les autres, je ne pense pas que qu'on veut dire qu'on n'a pas besoin des autres. Parce que vous aviez pris l'exemple de s'il n'y a pas d'élèves ou d'étudiants, il n'y aurait pas de professeurs. Là, je suis d'accord. Mais je pense quand on utilise cette phrase, c'est pour dire qu'on ne peut pas passer sa vie à essayer de satisfaire ce que les autres veulent. Mais on ne dit pas qu'on n'a pas besoin des autres. Donc, je suis d'accord que dans le cadre de l'altérité, je dois respecter ce que les autres ressentent, mais je ne vais pas passer ma vie à plaire aux autres. Prenons l'exemple, si je porte un maillot et quelqu'un me dit, hey Nadia, tu sais, je n'aime pas la couleur de ton maillot. Il a le droit de ne pas aimer la couleur de mon maillot. Mais l'altérité ne me force pas à changer de maillot pour autant. Elle me force seulement à accepter que mon ami n'aime pas la couleur de mon maillot. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos de la phrase qu'on utilise souvent pour dire qu'on ne plaît et qu'on ne vit pas pour les autres. Donc, cela ne signifie pas qu'on dit souvent qu'on ne vit pas avec les autres ou qu'on n'a pas besoin des autres. Donc, c'est ça, professeur. Merci Nadia. En fait, j'avais pris l'exemple, c'était pas spécifiquement pour dire ce que c'est quand on dit on ne vit pas pour les autres, c'est ce que ça explique spécifiquement l'altérité. Donc, je prenais simplement l'exemple. Mais alors, l'exemple, c'était pour faire comprendre que généralement, il y a un discours qui sous-tend que je m'en fous de ce que disent les autres. Ça, c'est, si l'on pourrait dire ça comme ça. Il y a un discours qui sous-tend à dire que je m'en fous de ce que disent les autres, je m'en fous de ce que pensent les autres. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné que l'altérité pour Ricoeur, c'est un des éléments qui
qui permettent à l'individu de construire son identité. C'est-à-dire l'altérité permet à l'individu aussi de définir, en fait, permet à l'autre de se définir et l'altérité pour Ricoeur donne sens à l'identité de l'autre. Quand je dis donne sens à l'identité de l'autre, par exemple, être professeur, c'est on pourrait dire que c'est une identité, être professeur. Maintenant, s'il n'y a pas d'étudiants, être professeur n'a pas de sens. Donc, c'est pourquoi je dis que l'altérité donne sens à l'autre. L'altérité permet à l'autre de se définir par rapport à. Donc, si l'autre n'existait pas, si l'on ne prend pas en compte l'autre, l'on va se trouver coincé dans la mesure où la reconnaissance, en fait, il va y avoir un problème de reconnaissance pour dire que comment je peux me reconnaître en tant que tel si l'autre ne me reconnaît pas comme ça. Donc, c'était un bon exemple. J'ai simplement pris l'exemple par rapport au discours pour dire qu'il faut essayer de faire gaffe. Il faut essayer de nuancer un propos pour ne pas simplement dire que je m'en fous de ce que pensent les autres, je m'en fous de ce que disent les autres, dans la mesure où le discours, au sens de Foucault, ça peut tout chambouler. Le discours, comme je dis, s'il y a le discours dominant, c'est ce qui va définir la personne que tu es. Si dans ton quartier, tout le monde pense au fou, même si pas fou, même si quelque part tu vas poser des actes conscients, mais l'on aura tendance à interpréter ce que tu fais en tant que quelqu'un qui est fou. Donc, c'est pour dire que le discours est davantage important dans la construction de l'identité que la représentation dont vous faites vous-même de vous-même. Donc, il n'y a pas d'élément à négliger, dire que ben, s'il pense que je suis comme ça, je n'ai rien à faire. Donc, je pense que ce n'est pas à négliger dans la mesure où ce discours-là, qui est minoritaire, ça peut vite devenir un discours qui est dominant. Parce que les discours dominants, c'est pas comme si il y a un grand rassemblement qui a été fait et puis on dit, ben, OK, on va adopter ce discours comme dominant. Donc, en fait, ça peut être commencé comme un discours minoritaire qui pourrait prendre chair et voire majoritaire. Maintenant, une fois que le discours devient dominant, maintenant, vous allez vous trouver coincé avec cette étiquette qui va définir votre vie, qui va essayer de gouverner votre vie. Pour dire que peu importe ce que tu fais, mais on aura à mettre cette étiquette sur vous-même et de là, vous aurez tout le temps à vous remettre en question, mais les autres aussi, ils auront davantage à vous remettre en question dans la mesure où le discours dominant s'apprime par rapport à ce que vous êtes. Donc, c'est pourquoi par exemple, que je dis que Foucault, lui, il a essayé de faire une rupture en fait, une rupture épistémique dans la mesure où il ne se contente pas de dire voilà comment l'identité se construit, mais il vous met face à la réalité pour dire que la façon dont vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose qui est construit par la société et les prestiges, les images dont vous avez de vous-même, il est corroboré par des discours dominants qui, euh, qui est valorisé, qui est valorisé par la société. Et je prends un exemple simple pour comprendre. Euh, en fait, il y a un mois ou deux, j'ai discuté avec quelqu'un. C'est que, bon, il travaille dans une université privée au Cap-Haïtien. Et puis, il a une position politique. Et puis, comme titre, il a mis professeur à l'université. Maintenant, le fait seul qu'il a mis professeur à l'université, ça pourrait donner plus de vie à son discours, ça pourrait donner plus de poids à son discours, pour dire que ça, c'est c'est un professeur qui a dit. Et quelqu'un pourrait le prendre comme référence pour dire que
en fait, j'ai vu ou encore j'ai entendu, il y a un professeur à l'université qui a dit, maintenant, ça, c'est le titre. En fait, la question de professeur ou professeur à l'université, c'est un titre. Maintenant, ce titre, il y a tout un discours, il y a tout, il y a un non-dit autour de professeur. Il y a un non-dit quand il a mis professeur à l'université. Parce que pour dire que ce que je dis, je le dis parce que je suis professeur. Maintenant, n'importe qui pourrait avoir cette position, mais il a préféré de mettre en avant le fait d'être professeur à l'université parce qu'il pense que ça va donner, ça peut donner, et ça a réellement donné plus de points à ce qu'il dit. Maintenant, vous aurez tendance, vous aussi, à répéter ce qu'un professeur a dit par rapport à ce qu'un étudiant a dit. Maintenant, tout cela, c'est par rapport au discours, par rapport à ce que je dirais, par rapport aux représentations qu'on fait, par rapport aux images prédéfinies qu'il y a autour de être étudiant et être professeur à l'université. Donc, ces discours autour, donc, ce sont des éléments, comme je dis, sont déterminants. Donc, qu'il faut essayer de nuancer. Est-ce qu'on prend la pause maintenant et puis on revient dans 5 minutes? Sans problème, professeur. Sans problème. Parfait, on prend la pause.